Elle avait exactement 3 pièces jaunes, juste assez pour le bus qui la ramènerait à la maison. Et l'inconnu à côté d'elle n'en avait aucune. Ce qu'elle fit ensuite allait changer sa vie à jamais. Léa avait 9 ans, et elle connaissait la valeur de chaque centime. Non pas qu'on le lui ait enseigné dans une salle de classe, mais parce que la vie avait été sa professeure la plus cruelle et la plus honnête. Quand on grandit en voyant sa mère compter les pièces sur la table de la cuisine, essayant de choisir entre acheter du pain ou payer la facture d'électricité, on apprend vite. Si vous avez déjà traversé des difficultés financières, vous comprendrez exactement ce que Léa ressentait chaque fois qu'elle tenait de l'argent dans ses petites mains. Sa mère, Martine, travaillait comme employée de maison au château des Épines depuis presque 5 ans. C'était un travail dur, avec des horaires longs, et une patronne qui semblait être née sans la capacité de sourire. Mais ça payait les factures, la plupart des mois. Léa vivait dans un petit logement de fonction situé à l'arrière du domaine, à quelques kilomètres du château. Tous les matins, elle se réveillait avant le lever du soleil, aidait sa mère à préparer le café, et ensuite marchait jusqu'à l'arrêt de bus pour aller à l'école. C'était une routine simple, prévisible. Et Léa aimait la prévisibilité. Dans un monde où tant de choses pouvaient mal tourner, savoir exactement à quoi s'attendre était réconfortant. Mais Léa avait un secret, un que sa mère n'avait jamais découvert, chaque semaine. Martine donnait à Léa assez d'argent pour le goûter à l'école. Ce n'était pas beaucoup, juste de quoi acheter un sandwich et un jus de fruits. Mais Léa utilisait rarement tout l'argent. Au lieu de cela, elle gardait les pièces jaunes en extra dans un petit pot de verre caché sous son lit. Ce n'était pas pour acheter des jouets ou des bonbons. Léa gardait cet argent pour les urgences, parce qu'elle savait, même à 9 ans, que les urgences arrivaient toujours. Et quand elles arrivaient, il valait mieux être préparé, ce jeudi après-midi. Le ciel était gris et le vent soufflait avec force. Léa venait de sortir de l'école et marchait en direction de l'arrêt de bus, son sac à dos pesant sur ses épaules. Les 3 pièces jaunes dans sa poche tintaient doucement à chaque pas. L'arrêt de bus se trouvait à un coin de rue animé, avec un banc de bois usé par le temps et un panneau rouillé indiquant les lignes qui passèrent par là. Il y avait quelques personnes qui attendaient, une dame âgée chargée de son cabas, un homme d'affaires en costume au téléphone, et un jeune couple se tenant la main. Et il y avait lui, un homme d'une 30aine d'années, debout un peu à l'écart des autres. Il portait des vêtements simples, un manteau sombre sur une chemise blanche, un pantalon ordinaire. Rien qui le distinguât. Mais quelque chose en lui attira l'attention de Léa. Peut-être était-ce la façon dont il observait les gens autour de lui. Pas avec désintérêt ou impatience, comme la plupart le faisaient, mais avec une curiosité véritable, comme s'il voyait le monde pour la première fois, ou peut-être étaient-ce ses yeux, couleur miel, intenses, profonds, des yeux qui semblaient apporter des secrets et des histoires que Léa ne pouvait pas imaginer. L'homme vérifia les poches de son manteau, puis les poches de son pantalon. Son expression changea subtilement, une ombre de frustration passant sur son visage. Léa observa tandis qu'il fouillait les poches une fois de plus, avec plus d'urgence cette fois. Et puis il s'arrêta, les épaules retombant légèrement en défaite. Il avait oublié son portefeuille. Si cette histoire vous touche déjà, sachez que nous ne sommes qu'au début. Ce qui arrive ensuite est le genre de choses qui restaure la foi en l'humanité. Léa regarda l'homme, puis regarda les pièces dans sa main. 3 pièces, la valeur exacte du ticket de bus. Elle pourrait simplement l'ignorer. Ce n'était pas son problème. L'homme était un adulte. Il trouverait certainement un moyen de résoudre sa situation. Peut-être avait-il un téléphone pour appeler quelqu'un. Peut-être pouvait-il marcher jusqu'à l'endroit où il devait aller. Mais alors, elle pensa à sa mère. À toutes les fois où Martine avait aidé ses voisins, même quand elle avait à peine assez pour elle-même. À toutes les histoires que sa mère racontait sur des gens bien qui étaient apparus dans les moments les plus difficiles. « La bonté n'est pas quelque chose que tu gardes pour quand il t'en reste », disait toujours Martine. « C'est quelque chose que tu offres, surtout quand il te semble que tu n'en as pas assez. » Léa prit une profonde inspiration et marcha vers l'inconnu. « Excusez-moi, monsieur. » L'homme se retourna donc, surpris d'être interpellé. De près, Léa pouvait voir plus de détails. Les petites rides autour de ses yeux.
comme s'il souriait peu mais pensait beaucoup, la tension dans sa mâchoire, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier, une sorte de poids invisible sur ses épaules. « Oui !» Sa voix était grave, contrôlée, polie, mais distante. Léa tendit la main, dans sa petite paume. Les 3 pièces jaunes brillaient sous la lumière grise du jour. « J'ai vu que vous n'avez pas d'argent pour le bus. Vous pouvez utiliser mes pièces. » L'homme la regarda d'une façon étrange, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Pendant un moment, aucun des deux ne dit rien. Le vent souffla, faisant danser les cheveux de Léa autour de son visage. Les gens autour continuaient leur vie, inconscients du petit moment qui était en train de se dérouler à ce coin de rue. Et alors, l'homme parla. « Pourquoi feriez-vous ça ?» La question prit Léa par surprise. Elle inclina la tête, réfléchissant. « Parce que vous en avez besoin. Mais cet argent est à vous. Vous n'allez pas en avoir besoin ?» Léa haussa les épaules. « Je peux rentrer à pied. Ce n'est pas si loin. » C'était un mensonge. Il y avait presque 5 kilomètres. Mais Léa avait marché des distances plus longues auparavant. L'homme l'étudia pendant un long moment. Ses yeux couleur miel semblaient la traverser. Voyant au-delà de la fillette en uniforme scolaire et sac à dos usé, voyant quelque chose qu'elle-même ne savait peut-être pas qu'elle avait. « Quel est votre prénom ?» il demanda. « Léa. Léa Martinez. » L'homme acquiesça lentement. « Et votre mère, Léa? C'est elle que vous donnez votre argent à des inconnus ?» Léa sentit son visage chauffer. « Ma mère dit qu'on doit aider les gens quand on le peut. Elle serait fière. » Quelque chose passa dans les yeux de l'homme, une émotion que Léa ne réussit pas à identifier. De la douceur, peut-être, ou de l'admiration. Elle semble être une femme très sage. Elle l'est. Léa sourit. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Le bus apparut au coin de la rue, ses phares perçant l'après-midi grise. Les gens commencèrent à se diriger vers l'arrêt. L'homme regarda les pièces dans la main de Léa, puis la regarda. « Vous êtes sûr ?» il demanda une dernière fois. Léa acquiesça fermement. « Oui. » Avec un mouvement presque hésitant, l'homme prit les pièces. Ses doigts effleurèrent la paume de Léa, et elle remarqua que ses mains étaient rêches à certains endroits, mais étonnamment douces à d'autres. Des mains qui racontaient des histoires contradictoires. « Merci, Léa Martinez, » dit-il, et sa voix portait un poids qu'elle ne comprit pas. « Je n'oublierai pas ça. » Léa sourit. « De rien, monsieur. Bonne journée. » Léa se retourna et commença à marcher dans la direction opposée, son sac à dos se balançant sur ses épaules. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne vit pas l'homme, immobile, au même endroit, l'observant s'éloigner. Elle ne vit pas l'autre homme, plus âgé, aux cheveux grisonnants, s'approcher de lui avec une expression de préoccupation. Et elle n'entendit absolument pas la conversation qui suivit, après qu'elle eut disparu de sa vue. « Majesté, » l'homme le plus âgé dit à voix basse, « Nous devons retourner au palais de l'Élysée. Nous avons des réunions. » L'homme aux yeux couleur de miel leva la main, le faisant taire. « Thomas, » dit-il, sa voix différente maintenant, chargée de quelque chose que le majordome n'avait pas entendu depuis longtemps. « Découvrez tout sur cette jeune fille. Je veux savoir qui est sa mère, où elle travaille, où elles habitent. » Thomas cligna des yeux, surpris. « Majesté ?» L'homme, Lord Kael Thornwood, le roi dragon de tout le royaume, regarda les 3 pièces jaunes dans sa main. « Elle m'a donné tout ce qu'elle avait, qui sort Thomas, sans savoir qui je suis, sans rien attendre en retour. » Il ferma les doigts autour des pièces. « Cela fait si longtemps que quelqu'un fait quelque chose d'authentique pour moi, si longtemps que je vois de la bonté, qui ne veut rien en échange. » Thomas acquiesça lentement. « Je comprends. Majesté, je vais découvrir. » Le bus démarra, emmenant les passagers vers leur destination. Mais le roi dragon resta immobile un instant, regardant dans la direction où Léa avait disparu. Une fillette de 9 ans venait de lui donner la chose la plus précieuse qu'il ait reçue depuis des années, et elle ne le savait même pas. Léa marcha pendant près d'1 heure avant d'arriver chez elle. Ses pieds lui faisaient mal. Et elle avait faim.
mais elle ne regrettait rien. Il y avait quelque chose de chaud dans sa poitrine, une sensation d'avoir fait la bonne chose. Sa mère serait fière, même si elle ne lui racontait jamais. Quand elle arriva au petit appartement, Martine n'était pas encore rentrée du travail. Léa se fit un sandwich avec ce qu'il y avait dans le frigo, s'assit à la table de la cuisine et commença à faire ses devoirs. C'est en résolvant des problèmes de maths qu'elle remarqua le bracelet à son poignet. Un bracelet simple, de perles colorées qu'elle avait fait elle-même, rouge, bleu, jaune, vert, les couleurs préférées de sa mère. Léa avait fait le bracelet il y a des semaines, planifiant de l'offrir pour l'anniversaire de Martine. Mais maintenant, en le regardant, elle eut une idée différente. Peut-être ne devrais-je pas attendre. Peut-être devrais-je le donner aujourd'hui. Après tout, pourquoi attendre pour rendre quelqu'un heureux? La porte s'ouvrit à 20 heures. Martine entra, les épaules courbées de fatigue, les cheveux s'échappant du chignon qu'elle faisait tous les matins. Mais quand elle vit Léa courir vers elle, un sourire illumina son visage. « Ma chérie, dit-elle, enlaçant sa fille avec force. Comment s'est passée ta journée? Bien, maman. Léa hésita un instant. J'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. Martine se recula pour regarder sa fille dans les yeux. Sérieusement? Raconte. Et Léa raconta. L'homme à l'arrêt de bus, les 3 pièces jaunes, la marche jusqu'à la maison. Elle s'attendait à ce que sa mère soit inquiète, ou même fâchée qu'elle ait donné son argent du bus. Mais Martine fit quelque chose que Léa n'attendait pas. Elle se mit à pleurer. « Maman !» Léa eut peur. « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal fait ?» Martine secoua la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Non, ma fille, tu as fait exactement ce que j'ai toujours rêvé de t'enseigner. » Elle attira Léa dans une autre étreinte. « Je suis tellement fière de toi, ce soir-là. » Pendant que Martine préparait le dîner. Léa mit le bracelet de perles au poignet de sa mère. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Martine, les yeux écarquillés. « Je l'ai fait pour toi. » Léa sourit. « Parce que tu es la meilleure maman du monde. » Martine regarda le bracelet, puis sa fille, et d'autres larmes coulèrent sur son visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de pure joie. « Qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-le en commentaire. Auriez-vous donné vos dernières pièces jaunes à un inconnu? Pendant ce temps, au château des Épines, une enquête silencieuse était en cours. Thomas, le majordome de confiance du roi, avait passé tout l'après-midi à faire des recherches. Et ce qu'il découvrit était à la fois simple et extraordinaire. Léa Martinez, 9 ans, fille de Martine Martinez, employée du palais depuis près de 5 ans, résidant dans le logement de fonction situé à l'arrière du domaine. La mère travaille sous la supervision directe de Madame Whitmore. Kael était dans son bureau privé quand Thomas apporta les informations. La salle était grande, avec des bibliothèques couvrant les murs, et une immense fenêtre donnant sur les jardins du palais. Mais le roi ne regardait pas la vue. Ses yeux étaient fixés sur les 3 pièces jaunes sur sa table. Madame Whitmore. Kael répéta le nom. « Parlez-moi d'elle. » Thomas hésita. « C'est une surveillante exigeante. » Majesté, exigeante comment? Il y a des rapports selon lesquels elle traite les employés avec une certaine rigidité. Kael haussa un sourcil. Rigidité est un euphémisme intéressant. Thomas. Que se passe-t-il réellement? Le majordome soupira. Il y a des plaintes d'humiliation publique, des menaces de licenciement pour de petites erreurs, du favoritisme. Certains employés ont dit qu'elle est particulièrement dure avec Martine Martinez et sa fille. Quelque chose s'assombrit dans les yeux du roi. Pourquoi? Apparemment, Madame Whitmore n'aime pas les enfants dans le logement de fonction situé à l'arrière du domaine. Elle considère cela comme une distraction. Et Léa, étant une enfant qui, se fait remarquer, attire plus d'attention négative. Kael resta silencieux pendant un long moment. Ses mains serrèrent les pièces jaunes avec force. Thomas connaissait le roi depuis des décennies. Il avait servi son père avant lui. Et il reconnaissait cette expression. C'était l'expression que Kael avait quand quelque chose n'allait pas profondément dans son royaume. Quand l'injustice avait fleuri sous son nez. « Majesté, le majordome dit prudemment. Que comptez-vous faire » Kael se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La lune se levait sur les jardins.
baignant tout dans une lumière argentée. « Une fillette de 9 ans, dit-il, d'une voix basse mais claire, m'a donné tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle a vu que j'en avais besoin. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'attendait pas de récompense. Elle a simplement agi avec bonté. » Il se tourna vers Thomas. « Et pendant ce temps, sous mon propre toit, sa mère est humiliée. Un enfant est traité comme un inconvénient, par une femme que je paye pour prendre soin de mon personnel. » Kaël retourna à la table et prit les pièces jaunes. « Demain, je vais visiter le logement de fonction situé à l'arrière du domaine. » Thomas cligna des yeux. « Mais Majesté, vous n'avez jamais. »« Je sais. » Kaël rangea les pièces jaunes dans la poche de son veston. « C'est exactement pour ça que je dois y aller. » Le lendemain matin, Léa se réveilla avec un mauvais pressentiment. Il n'y avait rien de spécifique. Le soleil brillait par la fenêtre comme toujours. Les oiseaux chantaient dehors. Sa mère était déjà partie au travail, laissant le petit déjeuner prêt sur la table. Mais quelque chose était différent, quelque chose dans l'air. Une électricité invisible qui faisait se hérisser les poils de ses bras. Léa ignora la sensation et alla à l'école. Elle passa toute la journée à essayer de se concentrer sur les cours. Mais son esprit vagabondait constamment, revenant à l'homme aux yeux couleur de miel, aux 3 pièces jaunes, à l'étrange intensité avec laquelle il l'avait regardé. Qui était-il? Probablement personne d'important, se dit Léa. Juste un homme qui a oublié son portefeuille. Ça arrive. Mais pourquoi alors n'arrivait-elle pas à l'oublier, lui? Quand l'école fut finie, Léa prit le bus pour rentrer chez elle. Cette fois, elle avait de l'argent. Sa mère avait insisté pour lui en donner plus après avoir entendu l'histoire de la veille. En descendant à l'arrêt près du château des Épines, Léa remarqua que quelque chose clochait. Il y avait une agitation inhabituelle. Des employés courant dans tous les sens, les visages tendus. Des gardes postés à des endroits où ils ne se trouvaient jamais d'habitude. Et un murmure constant, comme si tout le domaine retenait son souffle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa à une des femmes de chambre qui passait en courant. La femme s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Tu ne sais pas, le roi est là !» Léa sentit son cœur s'arrêter. « Le roi ? Le roi dragon en personne. Il est venu inspecter le secteur des employés. C'est du jamais vu. » La femme repartit en courant avant que Léa ne puisse poser d'autres questions. « Le roi, ici... » Léa n'avait jamais vu le roi dragon. Rares étaient les employés qui l'approchèrent de près. C'était une figure presque mythique, quelqu'un qui existait dans un monde complètement différent du sien. Mais pour une raison inconnue, sa première pensée ne fut pas pour le roi. Elle pensa à sa mère, Martine. Léa courut vers le bâtiment principal des employés, où elle savait que Martine travaillait à cette heure-là. Son cœur battait de plus en plus fort à chaque pas. Le mauvais pressentiment du matin s'était transformé en quelque chose de plus concret, plus urgent. Elle arriva au bâtiment, haletante, et se figea. Il y avait au moins 20 personnes à l'intérieur. Des employés alignés contre les murs, en silence, des gardes postés aux portes, et au centre de tout, un groupe de personnes qui glaça le sang de Léa. Sa mère, Martine, à genoux sur le sol. Madame Dubois debout devant elle, le visage rouge de colère, un doigt pointé accusateur, et un groupe d'hommes bien habillés observant la scène, avec des expressions allant de la gêne à l'indifférence. « Vous êtes incompétente », la voix de Madame Dubois résonna dans le bâtiment. « Vous l'avez toujours été. Vous avez fait tomber un plateau d'argenterie, et maintenant vous cherchez des excuses ? C'était un accident, dit Martine, la voix tremblante. Je vous prie de m'excuser. Les excuses ne nettoient pas l'argent tombé par terre. » Madame Dubois leva la main comme pour frapper Martine. « J'aurais dû vous renvoyer il y a des années. » Léa ne réfléchit pas, ne calcula rien, ne tint pas compte des conséquences. Elle courut, tout simplement. « Non !» cria-t-elle, se jetant entre sa mère et Madame Dubois. « Ne faites pas de mal à ma maman. » Madame Dubois s'arrêta surprise, mais la surprise se transforma rapidement en fureur. « Toi !» Le mot sortit comme un poison. « La gamine ! Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants ne sont pas autorisés dans ce secteur. » Elle attrapa le bras de Léa avec force. Léa gémit de douleur, mais ne recula pas.
Elle resta derrichée, protégeant sa mère. « Lâchez-moi. Je vais te montrer ce qui arrive aux enfants mal élevés. » Madame Dubois leva l'autre main. Léa ferma les yeux attendant l'impact. Mais il ne vint jamais. Au lieu de cela, une voix coupa le silence du bâtiment. Une voix que Léa reconnut immédiatement. « Lâchez cette jeune fille. » Immédiatement. Léa ouvrit les yeux et vit l'homme de l'arrêt de bus. Mais il n'était plus vêtu de simples vêtements. Cette fois, il portait une veste noire avec des broderies dorées. Une cape sombre tombait de ses épaules. Et sur sa tête, brillant sous la lumière du bâtiment, il y avait une couronne, le roi dragon. L'inconnu à qui elle avait donné ces 3 pièces jaunes était le roi dragon. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont se demander si elles sont en train de rêver. La réponse est non. C'est bien arrivé. Madame Dubois lâcha Léa comme si elle avait reçu une décharge électrique. Son visage perdit toute couleur. « Majesté, balbutia-t-elle. Je ne savais pas que vous étiez... » « En train d'observer » compléta Kaël, sa voix froide comme la glace. « Oui, j'observais depuis un certain temps déjà. » Il traversa le bâtiment, chaque pas résonnant dans le silence absolu. Les employés contre les murs ressemblaient à des statues. Personne n'osait respirer. Kaël s'arrêta devant Madame Dubois. Elle recula instinctivement, les yeux écarquillés de peur. « Vous, dit-il, vous êtes responsable du bien-être des employés de ce domaine. »« Oui, Majesté. »« Et c'est ainsi que vous traitez les personnes sous votre responsabilité, en les humiliant en public, en les menaçant de violence ?» Madame Dubois ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Kaël se tourna vers Martine, qui était toujours à genoux, serrant Léa contre elle. « Madame Martinez, » dit-il, sa voix complètement différente maintenant. « Douce et respectueuse, je vous prie de vous relever. » Martine obéit, tremblante. Léa resta à ses côtés, sans comprendre complètement ce qui se passait. Pourquoi le roi connaissait-il le nom de sa mère? Et alors, Kaël regarda Léa et sourit. C'était un petit sourire, presque imperceptible. Mais Léa le reconnut. C'était le même sourire qu'il avait esquissé à l'arrêt de bus lorsqu'elle lui avait offert les pièces jaunes. « Bonjour, Léa, » dit-il. Madame Dubois devint encore plus pâle. « Majesté, vous connaissez cet enfant ?» Kaël se tourna vers elle, le sourire disparaissant. « Oui, et c'est à cause d'elle que je suis ici. » Le silence qui suivit fut le plus lourd que ce bâtiment ait jamais connu. Tous les regards étaient fixés sur Kaël, puis sur Léa, puis de nouveau sur Kaël. Madame Dubois fut la première à retrouver sa voix. « Majesté, il y a sûrement une erreur. Cette enfant n'est que la fille d'une employée. Elle n'a aucune importance. » Kaël leva une main et Madame Dubois se tut comme si elle avait été physiquement réduite au silence. « Hier, » dit Kaël, s'adressant à toutes les personnes présentes dans le bâtiment, « je suis sorti du domaine déguisé. Je voulais voir comment les gens de mon royaume vivent vraiment. Comment ils se traitent lorsqu'ils ne savent pas qu'ils sont observés. » Il marcha lentement dans le bâtiment tout en parlant. Ses pas résonnaient dans le silence. À l'arrêt de bus, j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille. J'étais là, à me demander comment j'allais résoudre la situation, quand une jeune fille s'est approchée de moi. Kaël s'arrêta et regarda Léa. Une jeune fille de 9 ans. Elle avait exactement 3 pièces jaunes dans sa poche, juste assez pour son propre ticket de bus pour rentrer chez elle. Et malgré cela, elle me les a offertes, sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. Il sortit les pièces jaunes de sa poche et les montra à tous. 3 pièces jaunes, c'était tout ce qu'elle avait, et elle me les a données. Si vous n'avez pas eu de frissons jusqu'à présent, alors vous n'avez pas de cœur, parce que ce qui va suivre va vous briser. Madame Dubois tenta une nouvelle fois. Majesté, c'est très touchant, mais certainement qu'une enfant ne peut pas. Vous allez vous taire, dit Kaël, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit trembler Madame Dubois. Vous allez écouter chaque mot que j'ai à dire, et ensuite vous recevrez exactement ce que vous méritez. Il se tourna vers Martine. Madame Martinez, savez-vous pourquoi je suis ici? Martine secoua la tête, les larmes ruisselant sur son visage. À cause de 3 pièces jaunes, Kaël dit. 3 pièces jaunes et une jeune fille, qui m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Quoi, Majesté?
murmura Martine. Que la bonté véritable existe encore, que des gens bien font encore de bonnes choses, simplement parce que c'est la chose juste à faire. Kaël s'avança, jusqu'à se tenir devant Martine. Votre fille m'a donné ses dernières pièces jaunes, pour que je puisse prendre le bus. Et puis elle a marché plus de 5 kilomètres jusqu'à la maison, affamée et fatiguée, parce que c'était le prix de sa bonté. Martine attira Léa plus près. « Ma fille a toujours eu le cœur sur la main, dit-elle, la voix étranglée. « Je sais, dit Kaël doucement, et je me suis demandé, quel genre de mère élève un enfant comme ça? Il observa la salle. Et puis j'ai découvert. Une mère qui travaille avant même le lever du soleil, une mère qui enseigne à sa fille la bonté, même quand elle a à peine de quoi vivre, une mère qui est humiliée et maltraitée jour après jour, mais qui conserve malgré tout sa dignité et élève une fille extraordinaire. » Ses yeux se fixèrent sur Madame Dupont, et j'ai aussi découvert qui est responsable de cette humiliation. Madame Dupont recula d'un pas. « Majesté, je ne fais qu'appliquer la discipline. » « La discipline ?» Kaël rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. « Vous appelez ça de la discipline? Humilier des gens en public? Menacer une mère de violence? Attraper un enfant par le bras? » Il fit un pas dans sa direction. « J'ai tout vu, Madame Dupont, j'observais. Avant même que vous ne commenciez à crier sur Madame Martinez, j'ai vu comment vous traitez les gens, quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Majesté, moi s'il vous plaît. Madame Dupont, vous êtes renvoyée. » Les mots tombèrent comme une sentence de mort. Madame Dupont pâlit encore davantage. Si cela était possible. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires et quitter le château des Épines. Ne remettez plus jamais les pieds sur cette propriété. Mathieu, mais où vais-je aller? Qu'est-ce que je vais faire? » Kaël la regarda, sans la moindre pitié. « Vous auriez dû y penser avant de maltraiter les personnes sous votre responsabilité. Maintenant, vous allez découvrir ce que ça fait, d'être traité comme vous traitiez les autres. » Madame Dupont observa la salle, cherchant un soutien. Mais tous les employés détournèrent le regard. Aucun d'eux ne bougea pour l'aider. « Garde, » dit Kaël. « Escortez Madame Dupont dehors. » 2 gardes s'avancèrent et prirent Madame Dupont par les bras. Elle ne résista pas. Elle était en état de choc, les larmes ruisselant sur son visage, pendant qu'on l'emmenait hors de la salle. Quand la porte se referma derrière elle, Kaël se tourna vers les employés réunis. « Je vous ai fait défaut, » dit-il, sa voix chargée d'un regret sincère. « Pendant des années, j'ai permis à cette femme de diriger ce secteur sans surveillance. Je supposais que tout allait bien, parce que personne ne se plaignait. Mais maintenant, je sais que personne ne se plaignait, parce qu'ils avaient peur. » Il regarda chaque visage dans la salle. « Cela prend fin aujourd'hui. À partir de maintenant, il y aura une boîte à suggestions anonyme dans chaque secteur. N'importe qui peut signaler des problèmes sans craindre de représailles. Et je vais personnellement examiner chaque signalement. » Les employés échangèrent des regards surpris. Certains commencèrent à pleurer. D'autres sourirent pour la première fois depuis longtemps. Kaël se tourna à nouveau vers Martine. « Madame Martinez. »« Oui. »« Majesté ?» Martine tremblait encore. « Vous êtes promue. »« Quoi ?» Kaël sourit. « Votre première promotion en 5 ans. Si je ne me trompe pas, vous serez la nouvelle responsable des employés. Si vous acceptez, bien sûr. » Martine cligna des yeux, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. « Je. Majesté. Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » murmura Léa, serrant la main de sa mère. Martine regarda sa fille, puis elle regarda le roi, et puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle rit, un rire de pur soulagement et de joie, mélangé à des larmes. « Oui, » dit-elle enfin. « J'accepte. » Les employés autour commencèrent à applaudir, d'abord hésitants, puis avec plus de force. Bientôt, la salle entière célébrait, mais Kaël n'avait pas encore terminé. Il s'agenouilla devant Léa, se mettant à sa hauteur. « Et quant à toi, petite héroïne, dit-il, j'ai une proposition. »
Léa le regarda avec ses grands yeux bruns. « Quoi? J'aimerais que tu me rendes visite de temps en temps, pour jouer aux cartes, peut-être, ou aux échecs. J'ai entendu dire que tu es très intelligente pour ton âge. » Léa regarda sa mère, qui acquiesça, les larmes aux yeux. « J'adorerais, » dit Léa doucement. « Parfait. » Kaël se releva et tendit la main. « Mais d'abord, je veux te montrer quelque chose. » Léa hésita un instant. Puis elle plaça sa petite main dans la sienne. Kaël la guida à travers la salle, passant devant les employés qui applaudissaient encore, en direction d'une porte au fond. Martine les suivit de près, sans comprendre où ils allaient. Ils traversèrent des couloirs que Léa n'avait jamais vus. Des murs couverts de tableaux, des tapis si doux que ses pieds s'enfonçaient, des chandeliers qui brillaient comme des étoiles. Finalement, ils arrivèrent à une salle plus petite, un bureau privé, réalisa Léa, avec des étagères de livres, un bureau en bois sombre et une fenêtre immense qui donnait sur les jardins. Sur le bureau, il y avait une petite boîte en verre et à l'intérieur, les 3 pièces jaunes. Léa écarquilla les yeux. « Vous avez gardé ça ?» Kaël acquiesça. « Ces pièces jaunes sont le cadeau le plus précieux que j'ai reçu depuis de nombreuses années, peut-être le plus précieux que j'ai jamais reçu. » Il prit la boîte et la montra de plus près. « Je les ai gardées ici pour me rappeler chaque jour que la bonté existe, que des gens bien font de bonnes choses sans attendre quoi que ce soit en retour, qu'une fille de 9 ans m'a montré plus sur l'humanité, que tous les conseillers et les nobles que je connais. » Léa sentit des larmes se former dans ses yeux. « Ce n'était que le prix du bus, » dit-elle doucement. Kaël sourit. « Non, c'était beaucoup plus que ça. Cette histoire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir un monde où un enfant a besoin de donner ses dernières pièces jaunes pour faire sourire un étranger. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et parfois, les plus petites actions créent les plus grandes vagues. » Dans les mois qui suivirent, la vie de Léa et Martine changea du tout au tout. La première semaine après ce jour mémorable, Léa n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Elle se réveillait chaque matin, espérant découvrir que tout avait été un rêve, que l'homme de l'arrêt de bus n'était qu'un étranger ordinaire, que Madame Dupont serait toujours dans la salle, prête à humilier sa mère une fois de plus. Mais le rêve restait réel. Les autres employés regardèrent Martine avec respect maintenant. Ils la saluaient avec des sourires sincères. Ils demandaient son avis sur des choses qu'ils décidaient auparavant sans la consulter. Et ils regardaient Léa aussi, non plus comme la gamine qui ne devrait pas être là, mais comme la fille qui avait fait l'impossible, la fille qui avait touché le cœur du Dragon King. Léa ne savait pas comment gérer cette attention. Elle était habituée à être invisible, à passer inaperçue, à vivre dans l'ombre, pendant que le monde tournait autour d'elle. Maintenant, soudainement, tout le monde voulait lui parler. Tout le monde voulait connaître les détails de cette rencontre à l'arrêt de bus. Tout le monde voulait comprendre comment une fillette de 9 ans avait réussi là où des conseillers et des nobles échouaient depuis des années. « Comment as-tu gagné la confiance du roi ?» lui demanda un jour l'une des femmes de chambre. Léa cligna des yeux, perplexe. « Je n'ai rien gagné. J'ai juste aidé. » Mais c'était exactement ça, réalisa-t-elle plus tard. Elle n'avait pas cherché à gagner quoi que ce soit. Elle n'avait rien calculé, ni planifié, ni manipulé. Elle avait simplement vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et elle avait aidé. C'était peut-être pour ça que Kaël l'appréciait autant. Dans un monde rempli de personnes qui voulaient quelque chose de lui, elle était la seule qui ne voulait rien. Elles avaient à déménager dans un logement de fonction plus grand situé à l'arrière du domaine. Pas luxueux, mais confortable, avec des chambres séparées, une vraie cuisine et des fenêtres donnant sur le jardin intérieur. Martine s'épanouissait dans son nouveau rôle. Il s'est avéré qu'elle avait un talent naturel pour le leadership. Sous sa direction, l'ambiance entre les employés s'était considérablement améliorée. Les gens souriaient davantage, travaillaient avec plus de dévouement et se sentaient valorisés. Et Léa a gagné quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Une amie. La première fois que Léa monta au bureau de Kaël, ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir les lettres. Elle était nerveuse, anxieuse,
convaincue qu'elle allait dire ou faire quelque chose de mal et tout gâcher. Mais Kaël remarqua son malaise. « Tu sais jouer à la belote ?» demanda-t-il nonchalamment, comme s'il n'était pas le roi de tout un royaume assis en face d'elle. Léa secoua la tête. « Non. Alors je vais t'apprendre. Les règles sont simples. » Et il lui enseigna, avec patience, avec calme, expliquant chaque mouvement comme s'il avait tout le temps du monde. À la fin de cette première après-midi, Léa avait perdu toutes les parties. Mais elle s'en fichait, parce qu'à un moment donné, entre la première et la dernière carte, elle avait cessé d'avoir peur, car elle n'était pas effrayant de près. C'était juste une personne. Une personne avec des yeux couleur miel qui s'éclaircissaient quand il souriait. Une personne qui faisait des blagues nulles sur ses propres conseillers. Une personne qui, Léa commençait à le réaliser, était beaucoup plus seule qu'elle ne le laissait paraître. « Tu n'as pas d'amis ?» demanda-t-elle sans réfléchir, lors de sa troisième visite. Kaël cessa de battre les cartes. La question l'avait clairement pris par surprise. « J'ai des conseillers, des généraux, des nobles qui prétendent me soutenir. Mais des vrais amis, insista Léa, des gens qui t'aiment toi, et pas ton titre. » Kaël resta silencieux pendant un long moment. « Non, admit-il finalement. Pas depuis longtemps. » « Pourquoi ? » « Parce que, répondit Kaël lentement, quand on est roi, tout le monde veut quelque chose de vous. Tout le monde a un intérêt. Tout le monde calcule comment utiliser votre amitié pour obtenir du pouvoir, de l'argent, de l'influence. Il regarda Léa. « Tu es la première personne depuis des années qui ne veut rien de moi, qui est ici simplement parce que tu aimes être ici. » Léa réfléchit à cela. « J'aime jouer aux cartes, dit-elle finalement. Et tu es amusant, même quand tu racontes des blagues nulles. » Kaël éclata de rire. Un rire authentique qui résonna dans le bureau. « Mes blagues ne sont pas nulles. »« Si. Non. Si. » Léa sourit. « Mais je les aime quand même. » Et à ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ils n'étaient plus le roi et la fille de la femme de chambre. C'étaient juste deux personnes qui se comprenaient. Deux personnes qui, contre toute attente, étaient devenues amies. Tous les vendredis après-midi, après l'école, elles montaient au bureau privé du roi. Et ils jouaient aux cartes. Au début, Kaël gagnait toujours. Mais Léa apprenait vite. Après quelques mois, elle commença à gagner de temps en temps. Et quand cela arrivait, Kaël riait. Un rire authentique que peu de gens au château connaissaient. Les domestiques commencèrent à remarquer le changement. Le roi semblait plus léger, plus présent, plus humain. Il y a quelque chose que peu de gens savaient sur Kaël des Épines avant de devenir roi. Il avait eu une famille, une femme, une petite fille. Elles étaient mortes dans un incendie il y a près de 10 ans, quand la princesse avait à peine 4 ans, le même âge que Léa aurait eu à l'époque. Kaël n'en parlait jamais. C'était un sujet tabou au château. Mais Thomas le savait. Et en observant le roi interagir avec Léa au fil des mois, il commença à comprendre quelque chose que les autres ne voyaient pas. Léa ne remplaçait pas la fille que Kaël avait perdue. Ce serait injuste pour les deux. Mais elle faisait quelque chose d'aussi important. Elle montrait à Kaël qu'il y avait encore de la bonté dans le monde, que tout n'avait pas été perdu dans cet incendie, qu'il valait encore la peine de croire aux gens. Et peut-être, d'une certaine manière, être avec Léa guérissait des blessures que Kaël pensait ne jamais cicatriser. Martine l'avait aussi remarqué. Un soir, alors qu'elle et Léa dînaient dans leur nouveau logement de fonction, elle demanda « Tu l'aimes bien, le roi, n'est-ce pas ?» Léa acquiesça, en mâchant son riz. « Il est sympa et drôle, même quand il pense qu'il ne l'est pas. » Martine sourit. « Tu sais que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être ami avec un roi. »« Je sais. » Léa arrêta de manger un instant. « Mais je ne suis pas son ami parce qu'il est roi. Je suis son ami parce que c'est lui. » Martine sentit ses yeux s'emplir de larmes. Cette fille incroyable qu'elle avait élevée. « Je suis tellement fière de toi, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? Parce que tu vois les vraies personnes, pas les titres, pas les vêtements, pas le pouvoir. Tu vois qui elles sont vraiment à l'intérieur. »
Léa y réfléchit. Mémé disait toujours que les yeux sont les fenêtres de l'âme, que si on regarde vraiment, on peut voir le cœur de quelqu'un. Martine acquiesça. Ta grand-mère était très sage. Je sais. Léa reprit son repas. C'est pour ça que je savais que l'homme à l'arrêt de bus était une bonne personne, avant même de savoir qu'il était roi. Comment tu le savais? À cause de ses yeux. Léa s'arrêta, se souvenant de ce moment à l'arrêt de bus. Ils étaient tristes, mais pas d'une mauvaise façon, d'une façon qui montrait qu'il se souciait des autres, qu'il ressentait les choses profondément. Martine resta silencieuse pendant un long moment. Parfois, elle oubliait que sa fille de 9 ans était plus sage que la plupart des adultes. « Tu crois qu'il aime vraiment jouer aux cartes avec une enfant ?» demanda un jour une des femmes de chambre. Martine sourit. « Je crois qu'il aime être avec quelqu'un qui ne veut rien de lui, quelqu'un qui le traite comme une personne, pas comme un roi. » Et elle avait raison. Un an après cet après-midi à l'arrêt de bus, Léa était assise dans le bureau de Kaël, étudiant ses cartes avec une concentration farouche. Le soleil de fin d'après-midi entrait par la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière dorée. « Je peux te demander quelque chose ?» dit soudain Léa. « Toujours, » répondit Kaël, les yeux fixés sur ses propres cartes. « Pourquoi tu étais déguisé ce jour-là » Kaël posa ses cartes et la regarda. « Parce que j'étais fatigué, admit-il, fatigué des flagorneurs, fatigué des gens qui ne disent que ce qu'ils pensent que je veux entendre. Je voulais voir comment les gens sont vraiment quand ils ne savent pas qu'ils sont observés. Et qu'avez-vous vu ?» Kaël réfléchit un instant. « J'ai tout vu. J'ai vu de la mesquinerie et de l'égoïsme. J'ai vu de l'indifférence. J'ai vu des gens se croiser comme s'ils n'existaient pas. » Il sourit. « Et puis je vous ai vu, une jeune fille qui offrait ses dernières pièces jaunes à un inconnu. Non pas parce qu'elle voulait quelque chose, non pas parce qu'elle pensait que j'étais important, mais simplement parce qu'elle a vu quelqu'un ayant besoin d'aide et a décidé d'aider. » Léa sentit son visage chauffer. C'était la chose à faire. « Oui, » acquiesça Kaël, « c'était. Et c'est pourquoi ces pièces jaunes sont mon bien le plus précieux. » Il regarda la boîte en verre sur la table. « Elle me rappelle qu'il existe encore des gens comme vous. Et tant qu'il en existera, il vaut la peine de continuer à essayer d'être un bon roi. » Léa regarda les pièces jaunes. Puis elle regarda Kaël. « Vous êtes un bon roi, dit-elle avec la certitude inébranlable d'une enfant. Mais vous êtes un ami encore meilleur. » Kaël resta silencieux un moment. Et puis, à la surprise de Léa, ses yeux brillèrent de larmes. « Merci Léa, dit-il doucement. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » Ils reprirent la partie en silence. Mais c'était un silence confortable. Le silence de deux personnes qui se comprennent sans avoir besoin de mots. Vous avez deux choix maintenant. Oubliez cette histoire, ou accepter que la bonté que vous démontrez, même dans les plus petits gestes, peut changer des vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Parce que Léa n'avait que 3 pièces jaunes. C'était tout ce qu'elle avait. Et c'était tout ce dont le roi dragon avait besoin pour croire à nouveau. Un jour, environ 6 mois après le début de leur amitié, Kaël posa une question qui prit Léa par surprise. « Votre père vous manque-t-il » Léa resta silencieuse un moment. C'était une question que peu de gens osaient poser. La plupart évitèrent le sujet, comme si mentionner la mort de son père allait ouvrir une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Mais avec Kaël, elle se sentait suffisamment en sécurité pour être honnête. « Oui » dit-elle doucement. « Tous les jours, parlez-moi de lui. » Léa regarda les cartes dans sa main, mais elle ne les voyait pas vraiment. Son esprit était ailleurs. À une autre époque, il était grand, fort. Il avait d'énormes mains qui me faisaient me sentir en sécurité. Et il riait, beaucoup, de tout. Maman disait qu'il trouvait de la joie dans les plus petites choses. Il avait l'air d'un homme bon. Il l'était. Léa sourit, une larme coulant sur sa joue. Il m'appelait sa petite princesse. Il disait que j'étais la chose la plus précieuse au monde. Kaël resta silencieux un moment. « Je peux vous confier un secret ?» dit-il finalement. Léa acquiesça. « J'ai eu une fille une fois. » Léa écarquilla les yeux. Elle n'en avait jamais entendu parler. Personne au château n'en parlait. Que lui est-il arrivé? Kaël ferma les yeux. La douleur sur son visage était si crue, si réelle,
que Léa souhaita presque ne pas avoir posé la question. Elle est morte, il y a longtemps, dans un incendie, avec sa mère. Léa ne dit rien. Elle se leva simplement de sa chaise, se dirigea vers Kaël et le prit dans ses bras. Kaël resta paralysé un instant. Depuis des années, personne ne l'avait enlacé ainsi. Personne n'osait. Mais Léa ne connaissait pas ces règles. Ou si elle les connaissait, elle s'en fichait. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Et dans cette étreinte, quelque chose se brisa à l'intérieur de Kaël. Quelque chose qu'il avait gardé enfermé pendant une décennie. Il sentit des larmes couler sur son visage pour la première fois depuis des années. « Merci », dit-il, la voix rauque. Ils restèrent ainsi pendant un long moment. Le roi le plus puissant du royaume, consolé par une fillette de 9 ans. Et d'une certaine manière, ce n'était pas étrange. C'était exactement comme cela devait être. « Vous pensez qu'elle serait heureuse ?» demanda finalement Léa. « Votre femme et votre fille. De savoir que vous avez une amie maintenant ?» Kaël y réfléchit. « Je pense que oui, » dit-il. « Je pense qu'elle vous aimerait beaucoup. » Léa sourit. « Je suis sûre qu'elles étaient sympas. Les bonnes personnes ont de bonnes personnes autour d'elles. » Kaël rit, séchant ses larmes. « Vous êtes très sage pour une enfant de 9 ans. Ma grand-mère disait la même chose. Votre grand-mère devait être une personne incroyable. Elle l'était. » Léa retourna à sa chaise et reprit les cartes. « Et si elle était là, elle vous dirait d'arrêter de traîner et de jouer. » Kaël éclata de rire. Un rire authentique qui emplit le bureau de lumière. « Très bien. Jouons. » Et ils jouèrent. Jusqu'à ce que le soleil se couche et que les bougies doivent être allumées. Et quand Léa finit par partir, Kaël resta dans son bureau pendant un long moment, regardant les 3 pièces jaunes dans sa boîte en verre. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentait pas complètement seul. Des années passèrent. D'abord 1, puis 2, puis 5. Léa grandit, pas seulement physiquement, bien que cela aussi arriva. Elle grandit en connaissance, en sagesse, en compréhension du monde qui l'entourait. Les tuteurs que Kaël avait engagés furent impressionnés dès le premier jour. Léa avait un esprit vorace, une curiosité insatiable qui semblait ne pas avoir de limite. Elle dévorait des livres comme les autres enfants dévorèrent des bonbons. Elle posait des questions qui laissèrent les adultes sans réponse. Sa mère, bien sûr, était brillante aussi, commenta un jour l'un des tuteurs à Kaël. Mais Léa a quelque chose de plus. Une façon de voir des connexions que les autres ne voient pas. Une empathie qui nourrit son intelligence. Kaël se contenta de sourire. Il le savait déjà. Il l'avait vu dès le premier instant à l'arrêt de bus. À 12 ans, Léa commença à accompagner sa mère à certaines réunions administratives. Martine hésita au début, trouvant cela inapproprié. Mais Kaël insista. « Laissez-la observer, dit-il. Laissez-la apprendre. Le monde a besoin de gens comme elle. » Et ainsi Léa observa. Apprit comment les décisions étaient prises, comment les conflits étaient résolus, comment le pouvoir fonctionnait dans les coulisses. À 14 ans, elle fit sa première suggestion formelle. Un petit changement dans le système de roulement des employés qui augmenterait l'efficacité sans surcharger personne. Martine présenta l'idée comme si elle était la sienne. Mais Kaël connaissait la vérité. « Dites-lui d'arrêter de se cacher », dit Kaël à Martine ensuite. « Ses idées méritent d'être entendues sous son nom. » Et ainsi, Léa commença à trouver sa voie. Pas en tant que fille de la chef des employés, pas en tant que la fille des 3 pièces jaunes, mais comme elle-même. À 16 ans, elle entra à l'Académie royale. La première fille d'employé à obtenir une bourse complète en plus de 100 ans. Vous allez rencontrer de la résistance, l'avertit Kaël la veille de son départ. Beaucoup vont vous sous-estimer. Certains vont vous être hostiles. Mais rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous d'où vous venez. Et rappelez-vous, ajouta-t-il avec un sourire, que vous pouvez venir me rendre visite quand vous le souhaitez. L'académie fut difficile. Les autres étudiants venaient de familles riches et influentes. Ils avaient des tuteurs depuis leur naissance. Des connexions qui ouvraient des portes avant même qu'elles soient nécessaires. Léa, elle, n'avait rien de tout ça. Elle n'avait que son esprit, sa détermination, et une boîte à lettres qu'elle emportait partout avec elle. Il y a eu des nuits où elle a pleuré seule dans sa chambre, des nuits où elle a douté d'elle-même, des nuits où elle s'est demandé s'il ne valait pas mieux abandonner. Mais alors elle se souvenait des paroles de sa grand-mère, Mémé Suzanne.
Elle se souvenait du regard de sa mère quand Madame de Valois l'humiliait. Elle se souvenait du poids de ses 3 pièces jaunes dans sa main à l'arrêt de bus, et elle continuait. À 18 ans, elle a terminé première de sa promotion au lycée. Antoine, son meilleur ami, était dans la salle, applaudissant plus fort que quiconque. « Tu as réussi », murmura Martine, embrassant sa fille, les larmes aux yeux. « Nous avons réussi », corrigea Léa. « Je ne serais pas là sans toi, maman, sans tout ce que tu m'as appris. » Martine regarda Antoine, qui observait la scène avec un sourire vrai. « Et sans lui », ajouta-t-elle. Léa acquiesça. « Et sans lui, l'université est venue ensuite, la plus prestigieuse de France. La même où des conseillers et des ministres avaient étudié depuis des générations. Sciences Po. Antoine a écrit personnellement la lettre de recommandation. Pas parce que Léa avait besoin de son influence. Ses résultats parlaient d'eux-mêmes, mais parce qu'il voulait que le monde sache qu'il croyait en elle. « Cette jeune femme représente le meilleur de nous », écrivit-il. « Sa bonté n'a d'égal que son intelligence, son caractère, seulement sa détermination. Si vous cherchez quelqu'un pour changer le monde, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. L'université l'a acceptée avant même d'avoir terminé de lire la lettre. Léa s'est épanouie là-bas. Elle a étudié la diplomatie, l'économie, l'histoire. Elle a appris les traités et les alliances, le commerce et la finance, mais elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Sa thèse finale portait sur l'importance de la mobilité sociale pour la stabilité de la République, sur la façon dont les opportunités devraient être basées sur le mérite et non sur la naissance. « C'est révolutionnaire », dit son directeur de thèse avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Certains vont résister. »« Alors c'est nécessaire », répondit Léa. À 22 ans, elle a de nouveau terminé première de sa promotion. Et cette fois, il y avait une offre qui l'attendait. Conseillère à l'Élysée, le poste le plus jeune de l'histoire. Antoine attendait sa réponse dans son bureau. À côté de la boîte en verre qui contenait toujours les 3 pièces jaunes. « Tu n'es pas obligé d'accepter, dit-il. Si tu préfères une autre voie. » Léa sourit. « Je sais, mais c'est la voie que je choisis. C'est ici que je peux faire la plus grande différence. » Et elle l'a fait. Dans les années qui suivirent, elle devint l'une des voix les plus respectées du palais présidentiel. Elle a défendu des politiques qui bénéficiaient aux plus vulnérables. Elle a créé des programmes d'éducation pour les enfants défavorisés. Elle a réformé le système d'emploi de l'Élysée pour garantir un traitement digne à tous. Il y a eu de la résistance, comme Antoine l'avait prédit. Certains barons de la politique la voyaient comme une intruse, une petite provinciale qui ne méritait pas sa place à la table. Mais Léa avait appris à gérer la résistance. Elle avait appris que sa plus grande force n'était pas sa position, mais son intégrité, sa capacité à voir les gens comme des personnes, et non comme des pions sur un échiquier. Et ainsi, elle a continué, changeant le monde, une décision à la fois. Des années plus tard, quand Léa a obtenu son diplôme de l'ENA, Antoine était dans la salle. Quand elle a été acceptée à Sciences Po, il a personnellement écrit la lettre de recommandation. Et quand elle est devenue l'une des conseillères les plus respectées du gouvernement, personne n'a été surpris. Mais le plus important n'était pas ses réalisations. C'était les vendredis après-midi. Parce que même quand Léa avait des réunions importantes, même quand le poids du monde semblait écraser ses épaules, elle trouvait toujours le temps de jouer aux cartes avec un vieil ami. Et sur la table de ce bureau, dans une boîte en verre, 3 pièces jaunes brillaient toujours. Un rappel éternel que la bonté n'est jamais gaspillée. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin pour changer le monde, ce sont 3 pièces jaunes et le courage de les offrir. Il y a une leçon dans cette histoire qui vaut la peine d'être retenue. Léa ne savait pas qu'elle changeait sa vie quand elle a offert ces pièces jaunes. Elle ne savait pas que l'étranger était Antoine de Valois. Elle ne savait pas que ce petit geste de bonté ouvrirait des portes qu'elle ne savait même pas qu'elles existaient. Elle a simplement vu quelqu'un avoir besoin d'aide et elle a aidé. Et c'est ce qui rend cette histoire si puissante. Parce que la plupart d'entre nous n'aidons pas les inconnus en espérant des récompenses. Nous ne donnons pas nos dernières pièces jaunes en calculant le retour sur investissement. Nous faisons le bien parce que c'est la bonne chose à faire, même quand personne ne regarde. Ou du moins, c'est ce que nous devons faire.
Léa nous le rappelle, nous rappelle que la bonté n'a pas besoin de motif, qu'un geste simple peut créer des ondes qui se répandent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les pièces jaunes qui ont changé la vie de Léa, c'est le cœur derrière elle, et c'est la vérité que beaucoup oublient. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment de garder ce que nous avons, de protéger nos ressources, de réfléchir à 2 fois avant d'aider les inconnus, mais Léa n'a fait aucune de ces choses. Elle avait 3 pièces jaunes, c'était tout ce qu'elle possédait, et malgré ça, elle n'a pas hésité à les offrir. Certains diraient que c'était de la naïveté, d'autres de l'imprudence. Après tout, et si l'étranger avait de mauvaises intentions? Et si elle avait besoin de ces pièces jaunes pour une urgence? Et si sa mère découvrait et se mettait en colère? Mais Léa n'a pensé à aucune de ces possibilités. Elle a vu un homme avoir besoin d'aide et elle a aidé. Simplement. Et c'est peut-être cette simplicité qui manque dans le monde aujourd'hui. Cette capacité à voir au-delà de nos préoccupations et de nos peurs. À tendre la main sans calculer le coût. À être gentil simplement parce que c'est la chose juste à faire. Antoine était un héritier d'une grande famille, l'homme le plus influent de toute la région. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il pouvait acheter n'importe quelle loyauté, forcer n'importe quelle obéissance. Mais il ne pouvait pas acheter ce que Léa lui a donné ce jour-là. La bonté véritable, la compassion sans attente, le simple acte humain de se soucier d'un autre être humain. Et c'est ce qui l'a transformée. Pas les 3 pièces jaunes en elles-mêmes, mais ce qu'elles représentaient. Antoine est monté dans ce bus comme un privilégié distant. Un homme qui avait perdu foi en l'humanité après des années à voir des gens flatter, mentir, manipuler pour gagner ses faveurs. Il en est ressorti comme quelqu'un qui croyait à nouveau, qui voyait l'espoir là où il ne voyait auparavant que l'obscurité, qui comprenait que malgré toutes les cruautés du monde, il existait encore des personnes comme Léa. Des personnes dont l'instinct naturel était d'aider, dont la première pensée était pour les autres, et non pour elles-mêmes, dont le cœur était assez grand pour embrasser même des inconnus à des arrêts de bus. Et si vous écoutez cette histoire, vous vous demandez peut-être ce que vous auriez fait à la place de Léa. Auriez-vous offert vos dernières pièces jaunes? Auriez-vous risqué de vous retrouver sans argent pour aider quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant? La réponse, honnête, pour beaucoup d'entre nous, est que nous ne savons pas. Nous aimerions dire que oui. On aimerait croire que l'on est foncièrement bon, généreux, altruiste. Mais lorsque le moment crucial arrive, lorsqu'il faut choisir entre son propre confort et le bien-être d'un parfait inconnu, on ne fait pas toujours le choix que l'on souhaiterait. Et c'est peut-être pour cela que des histoires comme celle de Léa sont si importantes. Elles nous rappellent qui l'on aspire à être. Elles nous, incitant à nous dépasser. Elles nous montrent que la bonté n'a pas besoin d'être grandiose pour être significative. 3 pièces jaunes, c'est tout ce qu'elle possédait. Mais c'était plus que suffisant pour bouleverser 2 existences, à jamais. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que cette histoire a résonné en vous aussi. Peut-être vous a-t-elle rappelé quelqu'un qui vous a tendu la main au moment où vous en aviez le plus besoin. Ou peut-être vous a-t-elle donné envie d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous bien de ceci. Il n'est pas nécessaire d'être fortuné pour être généreux. Il n'est pas indispensable d'avoir beaucoup pour donner suffisamment. Parfois, 3 pièces jaunes, c'est tout ce dont le monde a besoin.